Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Serpi en collaboration avec l'équipe de Ripless. De quoi s'agira-t-il aujourd'hui? Eh bien, il va s'agir d'une enquête sur une maison hantée. Ça se passe dans la région de Charleroi. Ça, je peux vous le dire sans trop de danger pour la confidentialité de nos requérants, parce que Charleroi, en Belgique, c'est quand même une grande ville. Elle est composée de plusieurs localités, et ça, je ne vous dirai pas de laquelle il s'agit. Alors bien entendu, le CERPI, avec l'équipe de Ripless, donc, a procédé à une enquête sur cette affaire que l'on peut qualifier de cas d'école, parce que vraiment, c'est une affaire qui est très forte. On ressent directement que les personnes qui vivent là sont émotionnellement très touchées, elles sont inquiètes, elles ont peur, elles sont terrifiées, elles vont aller d'ailleurs jusqu'à faire une forme de camping dans leur salle à manger parce qu'elles n'osent plus aller dans leur chambre. Et après notre enquête, qui aura été quand même une enquête difficile et qui a pris du temps, eh bien nous sommes quand même arrivés à une conclusion finale qui était tout à fait positive, c'est-à-dire que non seulement nous avons fait des découvertes qu'il va nous appartenir de vous formuler, ce sera intéressant pour tout le monde, notamment donc sur le phénomène de poltergeist, mais en plus nous avons réussi à les débarrasser de ce qui les tourmentait, de ces phénomènes terrifiants. Alors tout ça, ça a représenté évidemment un travail conséquent qui s'est étalé sur plusieurs semaines, voire sur plusieurs mois, et qui a mis en scène une douzaine de personnes, ce qui n'est pas rien, c'est assez rare que l'on utilise une équipe aussi étoffée, je dirais, pour ce type d'enquête, mais elle le méritait. Seulement, il faut même préciser que dans cette douzaine de personnes, chacun évoluait à un niveau assez différent. C'est-à-dire qu'il bon, y avait les personnes qui étaient, sans vouloir les vexer, plus ou moins débutantes en la matière. Il y avait certains enquêteurs qui avaient déjà plus d'expérience, et puis il y avait votre humble serviteur qui ne veut pas du tout se mettre sur un piédestal, mais qui est le président du CERPI, mais qui ne pourrait rien faire tout seul, hein, mais qui servait quand même ici, donc je vais dire, quelque part d'instructeur, de coordinateur ou de chef d'enquête. À quoi va servir la présente vidéo? Tout d'abord, il faut savoir qu'elle fait partie d'une très très grande vidéo, une vidéo qui fait plusieurs heures, et que bien entendu on va scinder en plusieurs épisodes parce que sinon on n'en pourrait plus. Elle reprend effectivement un travail de 5 diaporamas PowerPoint avec toute une quantité importante d'images, donc on va passer en revue au fur et à mesure avec des explications, des digressions, des explications pour être sûr justement que tout soit bien compris de A jusqu'à Z. Bon alors, initialement, cette vidéo devait servir de présentation à nos requérants pour leur donner nos conclusions finales. Malheureusement, la date qui avait été prévue pour cette présentation n'a pas pu être honorée, et dans un certain sens, ça nous a été salutaire parce que ça nous a permis de transformer tout cela en un briefing, en faisant comme si on s'adressait aux requérants, sauf qu'évidemment c'était dans un cadre beaucoup moins protocolaire. Ça nous a permis également de corriger nos erreurs, de pouvoir éviter pas mal de problèmes que l'on aurait rencontrés immanquablement devant les gens, ce qui aurait été beaucoup plus gênant. Bon, évidemment, donc, dans ce que nous aurions présenté, il n'y a pas toutes les digressions, toutes les présentations, c'est plus schématique, il y a juste l'essentiel. Mais toute la partie diaporama s'y trouve, hein, donc ça dure quand même un certain temps. Et donc, malgré toutes ces précautions, eh bien, je veux dire, franchement, il y a tout un bêtisier qui va prendre facilement une demi-heure au pas mot, et en dépit du fait que nous ayons expurgé une grande partie de tous ces petits couacs qui sont intervenus au niveau des enregistrements, eh bien, vous allez quand même encore remarquer des bizarreries, la queue du chat qui passe, ou bien ce sont les chats qui miaulent, ou bien il y a des bruits intempestifs, klaxons dans la rue, etc. Enfin bon, toutes ces choses qui représentent bien donc les aléas du direct, comme l'aurait dit Guy Lux en son temps. Et bon, bah, ça fait partie de la discussion de la vie réelle, je veux dire, donc dans les coulisses du CERPI aussi. Voilà, ça méritait peut-être pour vous de voir comment ça se passe. Bon, alors il y a encore quelques petites précisions que je dois vous formuler avant d'en venir au fait, ce qui est le plus important. Donc préparez vos pop-corn, votre canette de cola ou que sais-je. Le spectacle va bientôt commencer. Ben, il faut savoir que dans la douzaine d'intervenants,
Il y avait plusieurs équipes donc, et chacun intervenait de manière totalement indépendante des autres. C'est-à-dire que chacun ne savait pas ce que faisait l'autre, tandis que moi je centralisais les informations, ce qui permet, le cas échéant, de pouvoir corroborer les faits quand c'est le cas, ou de pouvoir les infirmer. Et ça c'est important. Et puis il y a la deuxième partie de la question qui n'est pas venue à l'idée tout de suite parce qu'on n'est jamais trop méfiant, mais quand on va dans une maison hantée comme ça, on s'expose malgré tout à certains dangers. Bon, tout d'abord, quand c'est la première visite, on ne sait pas à qui on a affaire, on a peut-être affaire à des gens tout à fait charmants, tout à fait corrects, etc. Mais il y en a parfois qui déjantent complètement, ça nous est arrivé. Il y a bien entendu la possibilité éventuelle d'avoir affaire à des phénomènes qui nous dépassent et de se retrouver en fâcheuse posture. Ce n'est jamais arrivé jusqu'ici, euh, ou alors dans une faible mesure, disons qu'il n'y avait pas péril en la demeure. Ce qui n'empêche que ça puisse quand même être inquiétant. Mais par exemple, lors de notre première visite, eh bien, alors que nous étions en pleine anamnèse, en pleine discussion, en plein recueil du témoignage de ces gens, l'un de nos enquêteurs a remarqué qu'à la fenêtre, il y avait des gens qui étaient pointés, qui étaient occupés de prendre des photos. Et on a pu relever donc le numéro de plaque de la voiture et le type de voiture en question. On a pris les renseignements auprès de la police et justement, ben voilà, la plaque était fausse. Donc il y avait quand même automatiquement quelque chose de louche. Toutes sortes d'instances pourraient intervenir, c'est pas de la parano. Il faut savoir que bon, comme on ne connaissait encore que très très peu de choses de la problématique, pour le cas où, un cas peu probable, mais sait-on jamais, ben, il se serait agi d'interférence, du reliquat d'une expérience militaire ou quoi que ce soit, on peut imaginer qu'effectivement des services secrets soient à l'œuvre pour des raisons qui leur sont propres, ou tout simplement aussi l'intervention de journalistes qui n'est jamais souhaitable dans ce genre de choses. Et donc c'est pour ça que, chose qui est passée complètement inaperçue par la suite, j'ai utilisé une équipe de protection rapprochée. C'est-à-dire que voilà, il me suffisait de faire un petit coup de bip, et en cas de grabuge, on avait les gros bras qui intervenaient. Bon, mais maintenant, ça suffit, assez parlé, on en vient à la question principale. Voici la vidéo. Voilà, alors donc nous l'avons appelé spécifiquement l'effroyable affaire de V. Donc je rappelle que le V c'est une initiale d'emprunt, ce n'est pas la véritable ville parce qu'on veut absolument respecter toute la confidentialité des personnes en question. Donc il y aura eu pas mal de modifications donc, dans la version originale. Et cette affaire est présentée initialement donc, dans un fond noir, c'est voulu parce qu'il va y avoir tout un effet psychologique qui est prévu pour agir sur les personnes, donc comme je le disais, en guise de thérapie. Donc cette effroyable affaire a été investiguée selon les méthodes traditionnelles du CERPI, qui consiste fidèlement à sa démarche traditionnelle, donc à examiner prioritairement toutes les possibilités d'explication rationnelle, de manière à dégrossir l'affaire pour pouvoir ne plus garder que ce qui est réellement inexpliqué, ce qui est vraiment isolé à ce niveau-là. On va commencer évidemment par un bref rappel des faits pour pouvoir situer de quoi il s'agissait. La photo initiale a été supprimée, c'était la photo d'une maison dans laquelle donc nos requérants projetaient d'habiter parce qu'elle convenait très bien donc je vais dire à leur situation familiale, parce qu'elle leur plaisait, parce qu'elle était grande, parce qu'elle était spacieuse. Enfin bon, il y avait à peu près toutes les qualités qui étaient réunies. Malheureusement, bon, il y a eu quelques problèmes qu'ils ont rencontrés lorsqu'ils ont commencé à aménager, lorsqu'ils ont commencé à faire des travaux dans cette maison. Maison que par simplification et justement aussi par dédramatisation, on va limiter à ses initiales, FDM. Donc ça, donc, vous l'entendrez au fur et à mesure, vous savez à quoi ça correspond. C'est la maison qu'ils projetaient d'acheter et que nous simplifions en FDM. On peut dire de cette maison qu'elle a effectivement un lourd passé, et notamment un passé relatif à la peste noire. Alors là, ça c'était quand même quelque chose d'assez important. Ils ont appris en faisant des recherches que la maison en question donc, avait été bâtie sur un ancien presbytère. Ça a également été une ancienne brasserie, une espèce de couvent avec des nonnes où se sont passées des tas de choses. On va le voir avec la suite. Par exemple, donc ici on y aurait soigné des malades mentaux, et notamment pas seulement donc, des adultes, mais également des enfants en bas âge,
euh, donc, et dans des conditions, je veux dire, assez suspectes. Donc, loup passé de la maison, on est dans le glauque, on va même beaucoup plus loin, puisque apparemment, il y aurait également été question de rites sataniques et même de torture. Il y a une question qui est certaine, c'est qu'en raison de la vétusté de la maison dont la construction remonte aux alentours de 1745, eh bien évidemment cette maison a connu les deux guerres, 14-18 et 39-45, avec tout son lot d'horreurs, de souffrances, et probablement même des personnes sont-elles mortes dans cette maison, qui donc, par conséquent, est devenue un symbole de mort, mais également un symbole de mal. Hein, mal qui mérite quand même un petit peu d'explication, parce que quand on utilise le mot malin dans la conversation courante, généralement on fait une confusion où on ne pense pas à un certain détail. C'est-à-dire que malin, souvent, on le comprend dans le sens d'intelligent. Quelqu'un qui est malin, c'est quelqu'un qui est intelligent. Bien, pas forcément, il peut y avoir un deuxième sens, c'est celui donc de quelqu'un qui fait le mal, ou qui se comporte comme le malin, et le malin, c'est également le nom du diable. Alors, lors de la visite des requérants dans cette maison, il y a eu la découverte d'une corde pendue. Généralement, ce n'est pas quelque chose qui apparaît comme ça par hasard, donc cette découverte également impressionne. Je veux dire, bon, évidemment, ça c'est quelque chose qui marque, qui reste dans les tripes. Et ça a été beaucoup plus loin puisqu'ils ont découvert tout un tas d'ossements probablement de personnes qui sont décédées là, soit que ce soit de la peste noire, soit que ce soit des œuvres des nazis. Enfin, en tout cas, c'était quelque chose de très peu réjouissant, comme on peut facilement l'imaginer, quand vous voyez bon, des crânes, des os, etc., des tibias, des fémurs, bon, dans votre jardin, dans votre habitation, ça fait un peu désordre. Mais ce n'est pas tout, parce que le monsieur qui donc, avait commencé les travaux dans cette maison a vu bien pire, et notamment sortant d'un mur à un certain moment, un visage qui d'un côté était, je veux dire, apparemment normal, je dirais même éventuellement beau, mais de l'autre côté, il était complètement pourri, défiguré, dévisagé, c'était vraiment l'horreur absolue. Il n'y avait pas que ces apparitions déjà fantomatiques, il y avait d'autres visages qui apparaissaient sur les murs. Là, ils ne sortaient pas des murs, mais c'était, je veux dire, plus ou moins en incrustation relativement animée, des visages diaboliques. Et d'ailleurs, ce monsieur disait, quand on présentait des photos qu'il avait prises et qui malheureusement ont été effacées, de ces visages, chacun avait le réflexe de dire « ça c'est le diable hein, », carrément. On va voir donc ici, on va passer en revue rapidement plusieurs visages. Ce sont des photos qui ont été reprises d'Internet, c'est pour illustrer, ce ne sont pas les visages mêmes qui apparaissaient sur les murs, c'est simplement un titre représentatif. Mais vous voyez que évidemment tout ça ne donne pas vraiment un effet de confiance en la maison, et l'on peut comprendre que les futurs propriétaires de cette maison soient revenus sur leur décision de l'acheter et ont rompu finalement donc le compromis de vente qui avait été signé. Alors, cette incroyable affaire de V, on peut le comprendre facilement, est effrayante, particulièrement effrayante pour les requérants, et d'autant plus que, donc finalement, ils quittent cette maison, ils ne l'achètent pas, ils terminent les travaux, ils reviennent dans leur première maison où ils ont habité depuis 33 ans, c'était la maison du bonheur, où jusque-là il n'y avait aucun problème, mais des phénomènes apparaissent. Des phénomènes tels que celui de poltergeist, mais je le mets avec un point d'interrogation parce que ce n'est pour l'instant évidemment qu'une hypothèse. Et en effet, les phénomènes que l'on retrouve dans cette maison s'y apparentent puisqu'il y a, d'après ce qu'il nous raconte, des déplacements d'objets, des poubelles qui sautent, des sacs qui sont jetés à la figure, des statuettes de saints qui sont retournées sauf la Vierge. On peut multiplier les exemples, des exemples qui apparaissent également sur d'autres photos. On va avoir l'occasion de voir ça plus loin. Alors, j'ai tendance à dire, aussi pour dédramatiser, que ce serait un petit poltergeist, parce qu'on peut rencontrer des cas beaucoup plus importants, dans lesquels les meubles, parfois des meubles lourds, on parle même d'un piano de 650 kg qui se serait déplacé. Vous voyez ici que les meubles partent partout, même au plafond, même le chat, même le chien. C'est vraiment la joie, ça déménage, c'est le cas de le dire. Ça, c'est un grand poltergeist chez eux. Donc, si on veut parler en matière de poltergeist, on veut dire que c'est un petit poltergeist, mais c'est largement suffisant que pour inquiéter fortement les personnes comme on peut le comprendre.
Alors, l'un des problèmes rencontrés également par nos requérants, c'est que l'une de leurs premières réactions, évidemment, a été de faire appel à des personnes soi-disant spécialisées, ou vraiment spécialisées, mais bon, chacun dans dans leur domaine. Ce sont des géobiologues, des radiesthésistes, des sourciers, etc. Et malheureusement, il faut bien dire que parmi ces personnes figurent bon nombre de charlatans qui sont surtout là pour extorquer de l'argent, pour escroquer aussi de l'argent, donc aux personnes qui sont parfois un peu naïves. Donc tout ça prête à confusion et les gens, toujours confrontés au même phénomène qui persistent et signent, s'imaginent des tas de choses, elles sont très fortement inquiètes et ils vont aller jusqu'à penser à la possibilité d'une possession démoniaque comme on l'a rencontré dans le film culte de William Friedkin, L'Exorciste. Alors, tout ça est évidemment traumatisant, comme on peut le comprendre. Non seulement c'est traumatisant, mais en tout cas, ça inquiète légitimement, ça énerve, et pas qu'un peu, comme on peut le comprendre, ça stresse un max, ça a de quoi rendre fou, et c'est là que le Serpi va intervenir tel Zorro, avec bien entendu également Ripley. Ta-ta-tan! Alors là, bon, je ne sais pas si je l'ai bien fait. Bon, évidemment, ces grandiloquents ne sont en aucune manière comparables à Zorro, mais pour se remettre dans le contexte du moment, il faut savoir que réellement, ces gens nous attendaient un peu comme si nous étions les sauveurs de l'humanité. C'est évidemment, bien sûr, exagéré, mais c'est pleinement représentatif de l'état émotionnel dans lequel ils se trouvaient, et aussi, ça nous mettait une lourde responsabilité sur les épaules. Voilà, donc maintenant vous connaissez une partie des faits tels que nous les avons reçus, mais une partie seulement, et l'autre partie ce sera pour une autre vidéo parce que sinon ça va faire trop long. Mais que s'est-il passé lorsque nous sommes arrivés pour la première fois dans cette maison-là? Ça mérite quand même d'être signalé parce qu'il y a beaucoup de points importants. Alors donc, quand nous sommes arrivés pour la première fois dans cette maison, il faut bien le dire, hein, soyons clairs, nous avons été submergés, tellement ces gens étaient donc, je veux dire, émotionnellement atteints. Tout le monde parlait en même temps, venait avec ses photos, ses preuves, ses arguments, voilà. Hop, stop, dictaphone, comme ça, par la suite, on peut réécouter tout ça et on essaye évidemment de centraliser, de tempérer les ardeurs, de voir une chose à la fois, de discipliner, mais ici c'était vraiment très très difficile. Alors, par la suite, on a procédé à une expérience de TCI qui a été remarquable, spectaculaire, assez longue d'ailleurs. Et bon, je vais vous avouer franchement que personnellement, je suis plutôt réticent à cette transcommunication instrumentale. Mais dans le cas présent, il fallait bien remarquer, il fallait bien avouer que on avait vraiment l'impression d'avoir établi une communication avec, on va appeler ça une entité entre guillemets, une entité qui d'ailleurs se montrait très agressive verbalement avec nous, mais il y avait une cohérence dans les propos. On avait donc vraiment l'impression qu'il s'agissait d'un dialogue, c'était assez époustouflant. Il y a eu une deuxième expérience de TCI dans un autre endroit de la maison. Celle-là a été peut-être encore plus forte, probablement aussi en raison du fait que ça se passait beaucoup plus tard et que tout le monde était fatigué, donc plus sensible, plus réceptif, ou bien qu'il y avait certains problèmes d'interprétation. Voilà, donc toujours cette émotion qui ressort. Et là, dans cette expérience de TCI, on avait l'impression de dialoguer ni plus ni moins qu'avec un ou plusieurs démons. Vous imaginez donc l'état d'émotion dans lequel se trouvaient ces personnes, d'autant plus que on a pu nous-mêmes remarquer un déplacement d'objets sans intervention humaine, sans présence humaine, sans aucune raison, sans aucun artifice, sans aucun trucage possible, et dans un contexte particulièrement favorable. Donc là, ça, c'était quand même du costaud. Il y avait de quoi se mettre sous la dent. Toujours dans cette affaire, il faut signaler dès maintenant que les requérants nous ont exposé leur propre hypothèse qu'ils avaient déjà formulée à leur sujet. Donc ils avaient déjà leur idée d'une éventuelle explication de la problématique.
il allait falloir la prendre en compte, également l'analyser, et de toute façon, une première chose saute à l'esprit, c'est que face à ce genre de situation, il allait falloir impérativement dégager le domaine du surnaturel, c'est-à-dire devenir un impératif fondamental, parce que sinon, tout simplement, le circuit aurait été court-circuité en la matière. Mais tout ça, on verra dans les vidéos qui suivent. Alors bien plus tard, quand tout le travail d'investigation aura été réalisé, on va en venir donc à la conclusion finale qu'on va exposer au requérant sous la forme d'une conférence avec un diaporama PowerPoint, qui lui va être étudié tout spécifiquement pour remplir plusieurs tâches simultanément. La première, évidemment, ce sera donc d'apporter toutes les explications aux phénomènes qu'ils ont rencontrés, l'explication devant bien entendu se tenir de manière tout à fait scientifique, il faut que ce soit plausible, mais puisqu'il y a un gros problème émotionnel qui est aussi la cause de leur problème, il va falloir, au travers de cette conférence, de cette projection de diaporama, apporter certains éléments, parfois un petit peu subtils, que certains pourraient juger anodins d'ailleurs, mais vous allez avoir l'occasion de mieux comprendre dans quelques instants, non seulement donc par ce que vous exposez verbalement, mais également par ce que vous présentez de manière visuelle. C'est pour ça que je vais vous montrer quelques petits exemples. On va commencer dans un premier temps par une image qui est très noire, donc c'est un fond noir, mais noir de chez noir. C'est normal parce que bon là, ils sont tout courants, ils sont dans le bain. Il n'y a pas de problème. On peut commencer par là. Et le but, ça va être justement d'assurer tout un ensemble de transitions au fur et à mesure de la succession de diaporamas qui va permettre de changer le climat, non seulement donc dans votre verbal, mais également dans le visuel. Un petit exemple, valant mieux qu'un grand discours, je vous présente le début. Donc, comme vous le voyez ici, on a le fond noir, l'écriture dans le fond dont la couleur a relativement peu d'importance du moment que ce soit lisible, et le titre qui ne s'embarrasse pas de quoi que ce soit, c'est l'effroyable affaire de V. Alors, on est en plein dans le bain, c'est le début, on est de toute façon en phase avec l'émotion des participants. Donc là, pas de problème, on commence dans le noir. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, ça va changer, ça fait partie d'une espèce de petite thérapie, comme j'aime à le dire, c'est peut-être pas tout à fait indiqué comme terme, mais ça fait partie du processus, on va dire. Ici, on n'a qu'une seule modification, mais elle est importante. Elle concerne donc le point de départ, le lieu à partir d'où tout commence en matière de phénomènes d'atrocité, etc. Et c'est en fait une espèce de trilogie de mots, un triptyque, 3 mots mis bout à bout, dont chacun a une signification qui est justement lourde de sens sur le plan émotionnel pour les participants. Raison de plus pour l'abrévier, on n'utilise plus que les initiales, FDM, on sait très bien de quoi on parle, les requérants aussi, ça a toujours la même signification, sauf que ça ne va plus résonner de la même manière dans leur tête, et toujours cette répétition de calamité, et ce même processus va se poursuivre pendant tout le restant de la conférence. Donc là, on supprime aussi une grande partie de la dramatisation de l'affaire, ou de son côté émotionnel. Vous voyez ici que la présentation se poursuit et que l'on a cette fois-ci un fond qui est gris foncé. C'est déjà une nuance et une nuance de taille, on n'est plus carrément dans le noir. Et puis surtout, le titre a changé. Ce n'est plus l'effroyable affaire de V, c'est devenu l'incroyable affaire de V. Ça semble une petite différence, mais c'est quand même un cran en dessous. Voyons la suite. Pour le volet suivant, eh bien, vous le comprenez facilement, le fond est relativement le même, ou tout au plus il est un peu plus clair, mais c'est une toute petite nuance. Il y a surtout le titre qui, lui, est devenu l'affaire de V. Donc, ce n'est plus l'effroyable affaire de V, ce n'est même plus l'incroyable affaire de V, c'est devenu l'affaire de V. On est dans la simplicité cette fois-ci. On est encore descendu d'un cran, et vous le savez, c'est important, ça va se poursuivre. Ça se passe insidieusement, on travaille sur la psychologie, sur l'apaisement progressif des participants.
Et maintenant, dernier exemple auquel vous vous attendez certainement, eh bien, on a laissé tomber le fond noir, on est passé du gris foncé au gris clair. Ici, on est carrément dans le blanc avec, c'est même plus l'affaire de V, c'est les explications tout court. On approche de la solution finale, on ajoute quand même encore en rouge dédramatisation de l'affaire. Ça, c'est pour enfoncer le clou, et c'est ce qu'on ne cesse pas de faire pendant toute la conférence, vraiment pour être sûr que ça rentre, et non seulement toujours dans ce désir d'apaiser le côté émotionnel, mais également par la suite de faire comprendre la mécanique, le système, ce qui régit le phénomène, comment ça fonctionne, de telle manière à ce que les explications soient bien comprises et que les requérants puissent partir avec pleinement rassurés et confiants. Donc voilà, maintenant vous avez facilement compris comment est-ce que ça fonctionnait. Vous avez vu donc l'échelonnement donc des différentes diapositives avec leur évolution visuelle. Il y a également le contenu, et ça, donc n'oubliez pas qu'il y a toute la suite de nos vidéos. Maintenant, vous avez aussi une idée plus claire de la suite chronologique de cet ensemble de vidéos euh, qui donc commence par l'exposé des faits, qui se poursuit par l'hypothèse des requérants. Il y a également la partie sur l'exclusion du surnaturel, première partie, donc aspect démonologique, et deuxième partie, tout ce qui concerne le surnaturel hors démonologique. Ensuite, un exposé sur le poltergeist, ensuite les explications, et puis après la conclusion avec les solutions. Pendant que vous avez vu que tout ce travail était particulièrement conséquent, mais qui a surtout été préparé minutieusement, organisé, pratiquement millimétré, je dirais jusque dans le moindre détail, y compris psychologique. Et maintenant, vous avez peut-être un autre éclairage par rapport à la succession des vidéos qui vont suivre, et vous savez comment ça se passe, notamment donc en coulisses. Voilà, j'ai parlé assez. Pour ceux qui sont encore parmi nous, eh bien, je les remercie de leur attention. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Salut.